Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. archéologie, nature. Voilà, Henri vous avez déjà signalé que c'était au milieu des années 80 que Dirk van de Kaak, qui était alors le directeur de l'Institut de démographie en Hollande, et moi-même ont été demandés de préparer un cahier spécial de sociologie, mais alors pour la région néerlandophone de l'Europe. Et ça devait traiter les changements démographiques qui se sont installés à partir à peu près de 1960-65. Et c'est pour ça qu'on l'avait appelé Is there a second demographic transition? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une deuxième transition démographique? Mais l'accent était toujours sur la point d'interrogation. Alors, Dirk van de Kaak, quelques années plus tard, avait publié un article alors en anglais qui avait une distribution bien plus large. Europe's Second Demographic Transition, point final. Et alors, le concept était lancé, et moi, j'ai gardé quand même le point d'interrogation un peu plus long que Dirk van de Kaak. Mais cet après-midi, à l'INED, je vais voir s'il y a encore de la place pour ce point d'interrogation, puisque je vais traiter, disons, the Second Demographic Transition et son essor sur l'ensemble de l'Europe et bien au-delà de l'Europe même vers l'Asie. Alors, mais aujourd'hui, je vais vous présenter donc le concept et quelques trouvailles. Voilà. Il y avait deux sources d'inspiration pour Van de Kaak et moi pour lancer le concept. Le premier, et c'est vraiment le grand-père si Van de Kaak et moi sont les parents, de l'application de deuxième transition démographique, le grand-père est un Français, c'est Philippe Ariès, qui avait écrit un tout petit article, Two Successive Motivations, deux motivations successives et bien distinctes, différentes, pour le contrôle de la fécondité, pour le déclin de la fécondité. Et la première partie, la première transition démographique, la motivation principale, c'était, selon lui, justement, la préoccupation pour le sort de l'enfance, et c'est ce qu'il appelle the ascent of l'arrivée de la période de l'enfant roi, où le couple, tout comme Dumont, par exemple, avec sa capillarité sociale, présentait, ou le couple plutôt, attachait une très grande valeur à l'éducation de l'enfance et à la bien-être de ses enfants. Et la seconde transition démographique, c'est justement la fin de l'enfant roi, où le couple et les adultes eux-mêmes prennent la relève et deviennent le sujet d'épanouissement individuel, et où on attendait à mettre sur le monde des enfants jusqu'à des âges plus tardifs. L'autre motivation, mais c'est plutôt négatif, mais pas trop négatif, hein, parce que Richard Easterlin, il avait quand même expliqué d'une façon phénoménale, selon moi c'est toujours la meilleure explication du baby-boom des années 60, Richard Easterlin avait alors construit un modèle basé sur des variables et des cycles économiques, mais qui entamait aussi des cycles de fécondité, des cycles de fertility cycles. Alors, pendant les années 70, pas mal de projections, je ne sais pas si c'était le cas aussi pour la France, mais c'était certainement le cas pour la Belgique, étaient justement basées sur le cyclisme de la fécondité, donc après une période de chute de fécondité dans les années 70 et 80, eh bien, Easterlin prévoyait, ou les adeptes d'Easterlin prévoyaient une augmentation très nette de la fécondité par après. Alors, Van de Kaak et moi n'étaient pas d'accord avec cette présentation des choses, et tout simplement parce que ce n'étaient pas seulement des facteurs économiques, mais d'autres facteurs exogènes, des changements de préférence, par exemple, qui pouvaient entrer en jeu.
Et c'était justement là-dessus que la théorie de la deuxième transition démographique s'est axée. En fait, si je peux l'esquisser, heureusement il y a encore un morceau de tableau noir, la première transition démographique, je simplifie, hein, c'est surtout un cas de structure socio-professionnelle ou disons, de stratification sociale classique. Donc, vous avez les différentes strates. À partir des années 60, même avant évidemment, mais surtout à partir des années 60, il s'est élargi dans toutes les strates une autre dimension, et c'est une dimension de préférence diversifiée, de fait que vous avez des styles de vie, des formes de vie tout à fait différentes. Vivre en couple, vivre seul, vivre en cohabitation, avoir enfant en tant que couple marié ou en tant que cohabitant. Toutes sortes. Donc le postmodernisme, si vous voulez, hein, tout va, s'est installé. Vous voyez un exemple de postmodernisme. Henri a mis son costume, mais il a oublié sa cravate. Moi, j'ai mis mes jeans, mais j'ai porté la cravate. Donc, vous voyez très bien où tous les mélanges sont en train de se faire. Eh bien, voilà, c'est aux révolutionnaires des années 60, surtout que la légitimité de toutes sortes de préférences s'est installée, et ceci correspond tout à fait à la base de la notion de deuxième transition démographique. Voilà, un contraste sur le plan démographique. FDT, c'est First Demographic Transition. SDT, Second Demographic Transition. FDT, âge au mariage plus tardif, plus précoce. Parce que pendant la première transition démographique, ici, surtout en Europe occidentale, moins évidemment en Europe orientale, on a observé en même temps que le contrôle de la fécondité par le début de contraception, aussi un changement qui laisse de côté de plus en plus le système de mariage malthusien, c'est-à-dire de mariage postposé et de mariage qui n'était pas universel du tout. Donc, c'est très net à partir de 1880, et en France même, antérieurement à ça, il y a donc un changement de l'âge au mariage vers le bas. Alors, le Second Demographic Transition, c'est juste l'opposé. L'âge minimal au mariage, presque partout en Europe occidentale, était des années 60. À partir des années 60, et certainement à partir des années 70, on voit un accroissement de l'âge au premier mariage. À quoi c'est dû? Eh bien, tout simplement aussi au fait qu'on vit plus longtemps en tant que personne seule, on quitte la famille des parents et on vit seul, ou bien on se met en cohabitation, on se met en ménage. Donc, première transition démographique, la cohabitation était assez faible, et là où ça avait persisté jusqu'au XXe siècle, il y avait des régions en Europe où la cohabitation avait survécu, disons, le XIXe siècle, et où ça persistait bien jusque les années 20, par exemple le nord de Scandinavie, le sud de l'Ibérie, aussi bien en Portugal qu'en Espagne, des vallées en Autriche, de Tyrol. Là, l'Hongrie, jusqu'à la fin du XIXe siècle, avait quand même des taux de cohabitation extrêmement élevés, qui se traduisaient d'ailleurs en taux de fécondité illégitime, qu'on l'appelait encore, mais extramarital, comme avec la terminologie d'aujourd'hui, était très forte. Alors, ça diminue pendant la première transition démographique. La seconde, c'est le renversement de cette tendance. La première transition démographique, vous avez des législations fortes contre le divorce. Là, aussi bien l'État que l'Église, évidemment, sont en faveur des niveaux basses de divorcialité. Augmentation de la divorcialité pendant la deuxième transition démographique. Et après divorce, pendant la première, le remariage était très fréquent. Très souvent,
L'autre partenaire, le deuxième partenaire, était déjà connu avant que le divorce du premier partenaire s'était prononcé. C'est plus du tout le cas. Des veufs ou des veuves ou des divorcés se remarient de moins en moins et choisissent plutôt la cohabitation ou un autre style de vie comme une relation latte, living apart together, où les deux gardent leur propre maison, leur propre patrimoine et vivent ensemble pour aller en vacances ou pour passer des week-ends ou même passer la majorité du temps pendant la semaine ensemble, mais avec un patrimoine tout à fait séparé. L'aspect le plus souvent cité de la première transition démographique, cœur même de cette première transition, c'était le contrôle de la fécondité, mais le contrôle de la fécondité aux âges plus élevés, justement pour enlever les naissances de rang supérieur à 2. Donc, c'était typiquement un effondrement de la fécondité au-delà de 30 ans. Hein. D'ailleurs, Louis-Henri, le Nestor de la démographie française, la façon pour lui de déceler le début du déclin de la fécondité, du contrôle de fécondité, c'est justement de constater à quel âge vous avez déjà une chute, et ça va évidemment aux âges plus élevés. Alors là, la deuxième transition démographique, là c'est juste l'inverse. Vous avez un décalage du calendrier, mais alors vers le haut. Un recul phénoménal de l'âge à la première naissance et qui va même presque au-delà de 30 ans dans certains pays, comme en Hollande par exemple. En France c'était moins, et en Belgique aussi c'était moins fort, mais en Hollande par exemple ça a frôlé les 30 ans. Donc fertility postponement, recul de la fécondité. Contraception, évidemment un contraste aussi très net. La contraception était encore déficiente pendant la première transition démographique et ça devient extrêmement efficient pendant la deuxième. Declining legitimacy, ça j'ai déjà commenté, parce que maintenant, évidemment, pendant la deuxième transition démographique, vous avez aussi des naissances, et de plus en plus des naissances parmi des couples cohabitantes et plus des couples mariés. Parmi les mariés, pendant la première transition démographique, vous avez, parmi les mariés, hein, j'insiste là-dessus, évidemment qu'il y avait des personnes non mariées, des femmes non mariées, sans enfants, mais parmi les femmes mariées, la proportion sans enfants à l'âge de 50 ans était quand même assez faible, autour de 10%, 12%, quelque chose comme ça, même en dessous de ça parfois. Mais maintenant, les projections vont bien au-delà de 20%. Dans certains pays de l'Europe, on envisage un quart de femmes qui ont passé quand même une très grande vie, une très grande partie de leur vie féconde en couple, qui resteront sans enfants à l'âge de 50. Là, les projections ne sont pas encore très sûres, mais je vais en parler cet après-midi à l'INED. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même des contrastes sérieux entre les deux régimes, et c'est pour ça que j'aime bien encore de parler d'une première et d'une seconde transition démographique. Évidemment que deuxième enchaîne sur la première, c'est bien logique que l'un se pose sur les épaules de l'autre. À ma connaissance, il n'y a pas encore de régime qui sursaut la première transition démographique. Je ne pense pas que ça va se passer. Voilà. Je ne vais pas commenter ceci, autrement nous perdrons trop de temps, mais il y a quand même aussi des contrastes sociaux et culturels très prononcés, aussi bien dans le cadre d'organisation de notre société. Je pense par exemple aux différences de mobilisation politique et religieuse avant les années 60, et évidemment tous les grands changements politiques qui se sont installés à partir de 60, où vous avez dans pas mal de pays une sorte de dépilarisation d'organisation politique. Les piliers, ça réfère à l'allemand Versammlung, c'est-à-dire que la société était organisée dans différents piliers politiques et religieux, séculiers, humanistes d'un côté, protestants, catholiques,
et en plus, socialiste, libéral, je ne sais pas quoi, la Hollande avait une panoplie de piliers inouïs, chacun avec son journal, avec sa radio, puis son poste de télé. Donc, et chacun appartenait à un certain pilier, allait en une école dominée par son pilier. Alors, depuis les années 60, évidemment, tous ces piliers ont perdu énormément de leur ampleur. Il y avait de nouvelles valeurs qui sont augmentées. Ce sont les fameuses valeurs post-matérialistes, selon Ron Engelhardt, un Américain, mais bien antérieur à ça, Abraham Maslow, un psychologue qui avait, disons, classifié les besoins élémentaires selon une échelle de besoins matérialistes et de besoins post-matérialistes ou non matérialistes, si vous voulez, où les valeurs expressives, l'imagination, l'indépendance et la tolérance, par exemple, prennent la relève des valeurs plus traditionnelles comme la solidarité et l'égalité. Voilà donc toute une série de contrastes du point de vue politique, de valeurs et d'organisation sociale qui est derrière cette transition vers la deuxième partie. Alors ça, j'ai déjà vu. Ce que je vais commenter aujourd'hui, c'est de regarder un peu la Belgique et la France, mais là, c'est un travail qui est encore en cours, mais je vais quand même vous montrer que c'est une piste assez prometteuse. Mais le cœur de ce que je vais vous raconter, c'est évidemment Ready, Willing and Able, c'est le modèle de Cole de 73. Enfin, c'était un peu antérieur à ça. Mais j'ai, ensemble avec un collègue belge, Camille van der Hoeft, j'ai développé un peu le modèle et je vais vous l'expliquer tantôt. Et puis, comme les Américains disent toujours that they are very exceptional and that they have nothing in common with the Europeans, j'ai essayé de montrer à mes collègues américains que, en fait, sur certains points, ça peut être vrai, mais sur pas mal d'autres points, c'est pas vrai du tout. Donc, ils suivent bien des régularités européennes si on regarde d'une façon plus proche, et je vais vous les présenter aussi. Donc, voilà. Voilà. Les conditions de Cole pour qu'il y ait un changement, une innovation démographique. Et je considère les deux transitions comme des vagues d'innovation. La première, c'est ready, R. Ça veut dire qu'il doit y avoir des avantages économiques liés au nouveau comportement, autrement, il ne sera pas adopté. Willing, ça veut dire que le nouveau comportement soit culturellement acceptable, et culturellement dans le sens très large, aussi bien que religieusement, éthiquement, ou en n'importe quelle autre forme de croyance. Par exemple, s'il y a une femme africaine qui pense que la contraception hormonale va empoisonner son sang et son lait, eh bien voilà, c'est aussi une croyance culturelle, mais qui, en fait, est une obstruction à l'acceptabilité de nouvelles formes de contraception. Et able, évidemment, ce sont des nouveaux moyens qui doivent être disponibles pour réaliser ce but. Pendant la première transition démographique, on s'est surtout concentré vers le planning familial, comme des moyens, évidemment, de nouvelles formes de contraception qui étaient bien meilleures que les anciennes. Mais il y a aussi le cadre législatif qui est très important pour la deuxième transition démographique. Par exemple, là où le divorce n'est pas admise, comme en Irlande, par exemple, ou très longtemps en Italie, évidemment que les taux de divorcialité étaient très bas. Donc, il y a toute une série de possibilités de législation. La divorcialité a augmenté aussi au fur et à mesure que la législation est devenue plus libérale à cet égard-là. Donc, de nouveau, les facteurs d'habilité des moyens de réaliser le but sont très importants. Mais, dans le modèle de Cole, il faut mettre ceci, c'est-à-dire, c'est une expression logique, c'est le and, le et logique,
les trois conditions doivent être réalisées en même temps. S'il y a une de ces conditions qui traîne derrière, alors tout le processus s'arrête. Donc, c'est la condition la plus faible, en fait, qui est très importante pour ce qu'on observe à la surface. Et c'est justement ça qui est parfois oublié dans toutes les écritures démographiques regardant les changements, où on fait des analyses de régression, mais les analyses de régression ont une toute autre philosophie. Ils jouent l'un contre l'autre, et ce n'est pas le jeu qu'il faut faire. C'est plutôt le jeu logique booléenne qui est importante, et de regarder, de déceler où se trouve la condition la plus faible. Et ça peut changer au cours d'une transition. Pour l'Afrique, par exemple, j'ai bien pu montrer qu'au début, c'est le willingness qui est la condition freinante, qui est le frein, mais qu'à fur et à mesure, ça peut être l'habilité qui est la condition la plus faible. Un cas très spécifique, c'est le Kenya. Le Kenya était un des premiers pays africains où la contraception hormonale était acceptée, où il y a eu une chute de fécondité dans une très grande partie du pays, mais maintenant, avec la crise, l'acceptabilité à la contraception fiable n'est plus assurée, et où maintenant un palier de la fécondité. Donc, à fur et à mesure que la transition se développe, ça peut être une autre condition qui devienne en fait le bottleneck, comme on dit en anglais, la condition limitante, je ne sais pas si c'est une bonne expression française, limiting condition. C'est ça, en fait, qui va inspirer ce modèle. Voilà pour élucider un peu. Considérons un changement dans le temps. Voilà, c'est time. Et au début, vous avez des distributions des individus, donc au sein d'une population, pour une condition donnée, soit ready, soit willing, soit able, vous avez le choix des trois. Et à fur et à mesure que la transition se développe, il y a un glissement de cette distribution vers la seconde, et finalement, un glissement où la condition est aboutie, est acceptée. Et ce que j'ai fait ici, c'est en fait une sorte d'échelle entre 0 et 1 pour capter l'intensité de l'acceptabilité du readiness et aussi de l'habilité. Et je vais travailler un peu là-dessus. Ready, willing et able. Voilà, prenons un individu, monsieur ou madame I plutôt, quelque part en Afrique, et la question est est-ce qu'elle va commencer la contraception? Eh bien, elle a déjà 3 enfants, elle aime bien, et son mari aime bien de l'envoyer à l'école. Il dit, bon, ben voilà, un 4e, un 5e, ça devient assez difficile dans nos conditions de vie. Je vois quand même qu'il y a un avantage économique, après un petit calcul coût-bénéfice. Je vois quand même 0,7. C'est une forte intensité déjà de vouloir, de percevoir l'avantage économique du nouveau comportement. Habilité, oui, elle sait, elle vit dans une région urbaine et elle sait où ce sont les distributions de planning familial. Donc là, elle connaît son chemin 0,8. C'est donc encore une intensité très forte. Mais elle craint que les ancêtres n'aimeraient pas ce comportement contra-naturel. Et là, il y a des doutes. Elle est presque au milieu, mais pas encore, disons, 0,5. Alors, ce qu'on prend ici, c'est le minimum de ces 3 cotes, et c'est 0,4. C'est ici que se trouve le facteur de freinage de son comportement. Eh bien, on prend donc le minimum des 3 et on construit un autre vecteur comprenant ces minimums. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà 2 exemples où nous avons tout simplement envisagé 3 distributions. Ici, vers le haut, vous avez une distribution d'habilité, de readiness et de willingness.
Et vous voyez qu'au-delà de 0,5, c'est-à-dire le point de fléchage, parce qu'en fait, la décision est une décision binaire, c'est oui ou non. Donc, ici, dans le modèle, j'ai tout simplement pris, si c'est un peu plus que 0,5, la pièce va tomber de ce côté-là. Si c'est moins d'un demi, c'est du côté négatif, le point de fléchage. Eh bien, vous trouvez qu'il y a certainement des personnes qui sont ready, ou willing, ou able. Mais il n'y a personne qui est ready and willing, et able, qui remplit les trois conditions. Eh bien, vous voyez, dans la distribution du minimum, il n'y avait personne qui a franchi le seuil de 0,50, de 0,5. Tandis qu'ici, vous voyez, maintenant, nous avons pris trois courbes déjà bien avancées, certaines habilités déjà bien avancées, donc ce n'est pas une question de planning familial ou de restrictions législatives qui sont en fait le bottleneck, qui sont le frein du processus. Là, ce n'est pas là où se pose le problème. Readiness, la moitié de la population, ici c'est pris comme arbitrairement, comme la moitié est prête et l'autre moitié n'est pas encore. Mais en ce qui concerne willingness, là, il y a un décalage. Ça, c'est la condition contraignante qui n'a pas encore changé du côté négatif, enfin du côté gauche vers le côté positif, vers la droite. Et le minimum va toujours se trouver à gauche de la distribution la moins avancée, parce qu'on prend tout simplement le minimum de n'importe quelle distribution. Et c'est le minimum, évidemment, qu'il faut avoir en tête. Le minimum peut aussi être plus loin dans la transition. C'est bien possible que le willingness va, bouger plus vite que le readiness. Alors, il y aurait plus de contributions de non-readiness vers le minimum qui vont évidemment jouer le tour. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est très crucial de voir ça dans une dynamique pareille pour n'importe quelle innovation. Il se peut donc que ça varie énormément de société en société. La Thaïlande, par exemple, est passée d'un régime de fécondité naturelle à un régime de fécondité contrôlée dans une très brève période. Largement parce que c'est un pays bouddhiste et c'est très tolérant à n'importe quelle innovation. Il n'y a pas de grands obstacles du type religieux ou de type éthique à l'adoption de formes de contraception. En fait, on organisait des foires. C'était du Barnum pour lancer la pilule, n'importe quoi en Thaïlande. Inconcevable d'avoir une chose pareille dans d'autres sociétés. Donc, vous voyez évidemment que le contexte sociétal va jouer très nettement dans les différents modèles où bougent ces trois distributions. Voilà, maintenant je vais regarder un peu la Belgique. C'est pas trop loin. 1h30 par train. Donc, c'est vraiment très proche d'ici. Et ce que j'ai ici, c'est la vitesse d'adoption de la contraception, la vitesse de contrôle, de transition, de fécondité légitime, de fécondité au sein du mariage, entre 1880 et 1910. Donc, au début de la transition. Voilà, ça c'est évidemment l'îlot de Bruxelles. Et ici, vous avez la frontière linguistique à ce moment-là. Et vous voyez que tous ces arrondissements belges avaient entamé la contrôle de la fécondité. On n'avait pas encore de données pour ces deux morceaux-là, puisque c'est le territoire ex-allemand, germanophone de la Belgique, parce que nous avons trois langues, pas seulement deux. Et vous voyez évidemment que la transition a commencé dans la partie francophone. Ici, évidemment, c'est l'arrondissement d'Anvers et l'arrondissement de Gand. Et ce sont ces deux grandes villes, évidemment, qui font que le coloris est un peu plus foncé que le reste de la Flandre. Eh bien, il y a pas mal d'arrondissements. Ici, par exemple, ça c'est Thuin, ça c'est l'arrondissement de Bohème. Ce sont des arrondissements tout à fait rural. Il n'y a pas d'industrie du tout. Donc, ce n'est pas lié à l'industrialisation. Aussi bien dans les arrondissements Liège ou Charleroi, qui sont fortement industrialisés,
que dans des départements non industrialisés, vous trouvez en même temps le début de la transition démographique. Mais on va regarder maintenant ce qui s'est passé, et pour la première fois, pour la première fois, non, c'est pas vrai, mais à l'époque où j'ai rédigé mon texte, c'était la mesure la plus fiable disponible à ce moment. En 1919, évidemment, il y avait le scrutin basé sur un homme, une vote, scrutin universel masculin, et vous avez, c'était très facile de calculer, évidemment, le pourcentage de votes pour les deux grandes familles sécularisées. D'abord, les libéraux, qui ont été porteurs des valeurs sécularisées depuis la Révolution française, et puis les socialistes, religion is the opium for the people, voilà donc les deux grandes forces de sécularisation. De l'autre côté, la partie catholique. Eh bien, vous voyez que la Wallonie était beaucoup plus sécularisée que la Flandre et que vous avez une corrélation extrêmement forte entre ces deux cartes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pendant cette période de transition, le frein du processus était localisé ici. Est-ce que ça veut dire que le calcul économique n'était pas important? Mais si, il était important. Il était très important. Mais dans la transition, ce calcul était déjà bien avancé et contribuait très peu de points à la distribution des minima. Les minima étaient surtout gérés par les minima dans cette colonne-ci et plus dans les minima dans ces deux colonnes. Donc, observation classique, le frein ou bien l'explication de ce qu'on voit à la surface peut être due à celui-ci, à cette colonne-ci ou cette colonne-ci, en majorité, mais ce qu'on constate ici, en correspondance spatiale, c'est surtout la différence régionale vis-à-vis de willingness qui a conditionné la carte of the outcome, du résultat final. Maintenant, on va faire un saut du début du XXe siècle vers la fin du XXe siècle. Deuxième transition démographique. Vous avez ici les naissances hors mariage, c'est-à-dire en 92, c'était surtout des naissances parmi des couples cohabitants. Qu'est-ce qu'on constate? Padaf, exactement la même histoire. De nouveau, forte corrélation entre les deux. Vous voyez aussi, voilà, ce sont les Ardennes. Hein. Si vous avez déjà voyagé en Ardennes, vous voyez que c'est vraiment rural. Hein. C'est vraiment le rural profond de la Belgique, si vous voulez. Bien plus en avant que la Flandre. De nouveau, même truc. Et quand on regarde tout simplement la cohabitation, vous constatez exactement la même chose en 91, en 91. C'est donc chaque fois une réplication de cette carte, ce qui montre qu'en Belgique, quand on regarde les résultats sur le plan géographique, mais aussi sur le plan individuel, si nous avons le temps, je vais en parler, que c'est surtout cette colonne-ci qui détermine la valeur minimale, et la valeur minimale détermine le résultat final. Est-ce que c'est clair? OK, ça va? Très bien. On peut schématiser cela d'une façon statistique par une corrélation canonique, c'est-à-dire c'est une méthode statistique où on prend tout simplement un paquet d'indicateurs démographiques d'un côté, alors, si vous voulez, ce sont des indicateurs du côté de variables dépendantes, et de l'autre côté des variables explicatives, aussi bien du côté social, culturel, économique, tout un paquet de variables, et on les met en correspondance, si vous voulez, en calculant en tirant une dimension latente de ces indicateurs, la même chose de l'autre côté, mais d'une façon spéciale, c'est-à-dire de façon à maximiser la corrélation entre ces deux variables latentes, sous-adjacentes. Alors, quels sont les meilleurs indicateurs de ceci?
eh bien, ce qui est en noir, ce sont des indicateurs de la première transition démographique. Ce qui est en rouge, ce sont des indicateurs de deuxième transition démographique. Et vous voyez, la vitesse du déclin de la fécondité avant la Première Guerre mondiale, un indicateur presque parfait de la dimension latente. Le niveau de fécondité en 1900, exactement, alors négatif, le plus haut la fécondité, le moins qu'elle était contrôlée, donc ça explique évidemment la corrélation négative. Mais non-marital fertility, c'est-à-dire fécondité hors mariage, surtout couple cohabitant, à la fin du siècle, aussi un indicateur fortement positif. Le divorce, très net aussi. Cohabitation, très net aussi. Cohabitation femmes 20-24, même à des jeunes âges, c'est fort aussi. Et earlier marriage, c'est-à-dire l'abandon du système malthusien, eh bien voilà, vous avez en 1880 de nouveau une corrélation positive. Donc c'est bien mélangé. Indicateur première et seconde transition démographique. Toute innovation en Belgique est corrélée avec quoi? Eh bien, fortement corrélée avec ceci. Et vous avez tout au sommet la vote pour des partis sécularisés. C'est donc la carte de la sécularisation du pays. La vote pour des partis sécularisés, mais en 1958. En 1958, nous avons eu la dernière guerre scolaire, c'est-à-dire, c'était donc un problème de financement des écoles catholiques. D'un côté, les socialistes et les libéraux qui voulaient freiner les subventions aux écoles catholiques. Évidemment, la partie catholique voulait qu'ils soient financés exactement de même façon que l'école de l'État ou l'école municipale. À ce moment-là, pas mal de remous dans le pays, démonstrations et ainsi de suite. Et vous voyez, c'est évidemment une réplication de la même carte de sécularisation. 64 pratiques dominicales, de nouveau. Le seul qui remonte du côté socio-économique, c'était le pourcentage, mais en 1910, le pourcentage d'hommes encore employés en agriculture et en cottage industry, c'est-à-dire industrie à domicile, qui était un secteur fort important de production familiale, à l'époque-là. Évidemment négatif comme corrélation, mais d'autres indicateurs bien plus antérieurs à celui-ci, un indicateur de sécularisation bien plus antérieur d'ici, prévoit déjà la première transition et la deuxième transition démographique. Et ce sont les cartes très précoces de la sécularisation en Belgique. Par exemple, les mariages pendant la période fermée, les deux périodes fermées, l'avant et carême, eh bien, vous voyez déjà, c'est corrélé plus 59, et ça c'est en 1881. Donc, 30 ans, presque 40 ans antérieur à celui-ci. Et même quand on regarde ces mêmes indicateurs ici, dans les années 1860, on voit déjà la configuration du willingness qui va opérer et qui va continuer à opérer pendant presque 2 siècles jusqu'à l'heure actuelle. Dès que vous avez un problème avec la religion, avec l'éthique, vous avez évidemment le willingness qui va être la variable autour de laquelle tout devient crispé, et c'est elle qui va certainement déterminer un des 3 facteurs, dans le cas, le facteur de willingness. Est-ce qu'il y a des choses pareilles en France? C'est déjà un peu vétuste, cette analyse-là, mais je vais la continuer en insérant bien plus d'indicateurs de la deuxième transition démographique. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? En noir, de nouveau, typiquement des indicateurs de la première transition. En rouge, typiquement des indicateurs de la seconde transition. Mais vous voyez que la correspondance ici est un peu moins forte qu'en Belgique. Donc, la Belgique, c'est vraiment un exemple de livre, de texte pour étudier ce genre de choses. Dans le petit pays, vous avez toutes sortes de variations linguistiques de tous les côtés. C'est pour ça que nous avons un petit pays assez compliqué. Mais voilà, earlier marriage en 1851. Donc l'abandon du système malthusien.
un des premiers indicateurs typiques pour la première transition démographique en France. Earlier marriage, encore plus antérieur, 1831. Le niveau de fécondité au sein des mariages, en 78, négatif évidemment, parce que là, ça va identifier les régions où le déclin de la fécondité avait à peine démarré, comme la Bretagne, la Vendée et certaines autres régions de France. Voilà, aussi le maintien de l'endogamie à la française, c'est-à-dire encore l'existence en 1911 de mariage entre cousins était aussi un indicateur de cette période là où se déroulait la première transition démographique. Mais qu'on constate aussi, ah ben voilà, en 1990, le troisième indicateur le plus important, c'est justement aussi les naissances hors mariage, c'est-à-dire surtout concentrées parmi les couples cohabitants, et aussi le taux de divorce, dès qu'il a un certain seuil, ça va correspondre aussi avec cette carte-là. Le taux de divorce antérieur, c'est-à-dire dans les années 70, à ma surprise, est un peu exceptionnel. Moi, j'aurais cru que ceci aurait été un corrélat plus net de cette variable latente à gauche. Quels sont les meilleurs corrélats de tout cela? Eh bien, PADAF, 93, Sunday Mass Attendance, la pratique dominicale en 1960. Donc, la carte du chanoine Boulard, ici réalisée en France, eh bien, voilà, elle est presque la carte mère de tout ce bazar qui se trouve ici du côté gauche. Et alors, évidemment, les autres indicateurs de sécularisation en France vont surgir. Ordinations of priests par département, donc le pourcentage de prêtres pendant la période 1876, voilà, négatif évidemment, puisque ce sont des cartes de sécularisation. En 1828, pas 1928, le pourcentage par département parmi les recrues de l'armée, les régions en France où le français n'était pas encore la langue tout à fait dominante en 1872, donc où il y avait d'autres patois, langue d'oïl, ou d'autres langues, allemand, flamand, breton. Voilà, ces régions-là aussi sont en retraite, ne sont pas les régions innovateurs. Et Landless Labor, là, voilà, c'est un corrélat positif. La région innovatrice en France, pour la première et la seconde transition démographique, c'était là où il y avait déjà, où il y avait jusqu'en 1850 toujours, une très large proportion de métayers et de journaliers, c'est-à-dire landless labor dans ce sens-là. C'est donc une ancienne carte de France. Moi, j'ai toujours expliqué ça à mes étudiants à Bruxelles. Quand vous passez de la frontière de Belgique en France, à un moment donné, vous allez constater que ça se vide et qu'il y a de très belles cathédrales gothiques. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes passé d'un régime disons, historique, peuplé par des petits fermiers, entrepreneurs, indépendants eux-mêmes, à un système de latifundia plus important où la propriété foncière de l'Église et de la bourgeoisie et de la noblesse était beaucoup plus élargie, beaucoup plus large, et évidemment, c'est sur ces propriétaires que les fonds et les dîmes étaient levés, et c'est à partir de ces dîmes-là qu'on a pu construire au Moyen-Âge cette magnifique cathédrale gothique. Là, vous trouvez des petits enclos paroissiales, comme en Bretagne, et peu de cathédrales. Alors là, vous êtes de l'autre côté de ce système français. Donc voilà, il y a deux France. D'ailleurs, je ne suis pas l'inventeur de ça. Hervé Lebras et Emmanuel Todd ont réalisé les premières cartes aussi, et ils sont aussi penchés là-dessus. Et je pense que si on devait fouiller dans l'histoire socio-économique de la France, eh bien qu'on retrouve évidemment de nombreuses références à cette dualité. Quelques cartes. Bah non, c'est pas ici que je veux pousser. Voilà. Voilà une très belle carte. Enfin, la carte mère, pour moi, pour la France,
c'était la carte de Tackett, de Timothy Tackett. C'était un Américain qui s'était installé à Paris, qui a écrit sa thèse de doctorat et qui avait retrouvé les documents relatifs aux prêtres réfractaires. Donc, il avait mesuré le pourcentage de prêtres réfractaires, c'est-à-dire les prêtres qui ne reconnaissaient pas la constitution révolutionnaire de 91, qui restent fidèles au pape. Eh bien, voilà, évidemment, vous avez une partie de la Normandie, toute la Bretagne, la Vendée, le sud du Massif central, la Flandre et le nord, et le Pas-de-Calais, toute la partie est, et évidemment le sud-ouest aussi. Et vous voyez très bien la France sécularisée, et c'est aussi la France, pour une très large partie, où il y avait de nombreux journaliers et métayers. Ça correspond assez bien avec cette structure sociale. Donc c'est la France des sans-culottes, c'est la France de la Révolution, c'est la France sécularisée. Notez qu'il y a encore quelques taches blanches, ça ne veut dire pas qu'ils appartiennent aux couleurs jaunâtres, c'est-à-dire ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de données. Eh bien, le chanoine Boulard a reconstruit la carte de la sécularisation, mais alors un siècle et demi, ou un peu plus en même, plus tard, où les autres couleurs sont remplies. Vous voyez directement une très forte corrélation entre les deux. Donc, en fait, la carte de la sécularisation en France n'a pas tellement bougé pendant 170 ans à peu près. Hein, vous avez exactement la même carte. Le déclin de la fécondité, au début, c'était ici. Eh bien, c'est la partie nord. Et le Bordelais, voilà, c'était la partie ici. Et les parties tardifs, Bretagne, Vendée, Cotentin, partie sud-ouest, partie nord-ouest, nord-est, Flandre et le nord, sud de Massif central. Donc, vous avez aussi de nouveau la correspondance qui est établie. Alors là, un indice qui mesure l'abandon de mariage tardif. Eh bien, de nouveau, vous voyez très nettement le centre de la France qui correspond avec cette partie-là, puis le couloir vers Bordeaux, vous retrouvez ici aussi, et de nouveau les trois tâches, les autres tâches sont sur leur place aussi. Voilà, maintenant, ici c'est la carte de Boulard de nouveau que j'ai repris. Au début, la divorcialité ne correspond pas tellement bien à cette carte-là. En 1990, c'est un peu mieux, mais pas encore très bien. Donc, pour la divorcialité, il y a autre chose qui va jouer. Donc, le minimum, les valeurs minimum ici sont moins conditionnées par ce facteur-là. C'est probable que les autres facteurs jouent. Mais comme il y a une législation uniforme pour l'ensemble de la France, ça ne va pas être les différences régionales vis-à-vis de A qui vont faire l'affaire. Mais il doit y avoir autre chose qui a bougé. Donc, là, ça tient moins. Mais dès qu'on regarde un comportement qui doit être légitimé de nouveau, parce que, pas vu depuis pas mal d'années, c'est de nouveau les naissances hors mariage, en cohabitation. Et là, vous trouvez tout à fait la même chose. Bretagne-Vendée, le sud-ouest, le nord-est, Flandre et Pas-de-Calais, et puis une très large partie le long du Massif central. Bien voilà, tout à fait, cette région-là y est de nouveau, et aussi le Savoie, exactement la même chose. Donc, vous voyez que, aussi en France, ça tient ensemble d'une certaine façon. Oui, je vois que je dois faire attention au temps. Voilà l'explication. The same bottleneck condition, la même condition limitante, la même condition contraignante, produit évidemment des cartes similaires, et c'est à cause de cela que vous l'avez. Mais autre chose, c'est que nous sommes en Europe, et c'est qu'il y a des sous-cultures régionales, c'est bien de savoir pour les géographes, qui l'ont toujours dit, qu'il y a des ensembles de sous-cultures régionales qui montent à la surface dès qu'on commence de faire un exercice pareil. Les Américains, très vite. Voilà,
Les Américains disent, ben voilà, nous avons toujours gardé un indice conjoncturel de fécondité autour de 2 enfants. Les Européens, les Allemands sont tombés jusqu'à 1,2, 1,3, les Italiens de même, les Espagnols de même. En fait, c'est seulement les Français qui ont, et les Anglais un peu aussi, mais moins maintenant, qui ont encore gardé une fécondité plus élevée. Donc, nous sommes tout à fait exceptionnels. Il n'y a pas de deuxième transition démographique chez nous. C'était en fait un peu leur vue. Bon, maintenant, on va comparer les différents États des États-Unis aux États de l'Union européenne. Alors là, c'est une correspondance un peu mieux que de prendre l'ensemble des États-Unis et de les comparer avec tous les petits morceaux du côté européen. Donc, coupons les États-Unis un peu, en petits morceaux. Eh bien, ici, vous avez les taux de fécondité française en vert et les taux de fécondité pour l'ensemble des États-Unis en jaune, jaune léger. Vous voyez directement que les taux de fécondité aux États-Unis pour les teenagers, pour les 15 à 19 ans, est bien plus élevé. Et quand vous prenez l'État de Arkansas, vous voyez que c'est à peu près 5 fois, 4 fois le taux de fécondité typiquement européen. Donc, il y a une classe d'âge où même la première transition démographique n'est pas encore effectuée. Et c'est certainement manque de connaissances et de pratiques de contraception. Par exemple, j'ai dû apprendre d'un collègue, Joe Potter, aux États-Unis, à l'Université du Texas, qu'on importait la pilule et les moyens de contraception du côté mexicain. Donc, il n'est pas disponible directement à El Paso, du côté texan, et il devait le chercher du côté mexicain. Donc, vous voyez bien que l'Arkansas est un État très différent du Massachusetts, par exemple, que vous trouvez ici en couleur jaune foncé. Les Pays-Bas, qui ont été les champions de recul, de fécondité, c'est donc en bleu foncé, hein, vous voyez que le Massachusetts avait une distribution encore plus reculée que celle des Pays-Bas. Donc vous voyez qu'en fait, il y a d'énormes différences au sein des États-Unis. Notez cependant qu'il s'agit de fécondité des Blancs non hispaniques. Donc on a éliminé 2 grandes couches, les Noirs et les Hispaniques, de cette figure-là, tout simplement pour avoir une meilleure comparaison avec l'Europe. Et vous voyez directement que Massachusetts, Connecticut, Nouvelle-Jersey avaient encore des schémas de fécondité plus tardifs que celle de la Hollande. Voilà la distribution des États américains. Ici, il n'y a que 3 États qui ont une fécondité parmi les Blancs au-delà de 2 enfants, hein, au-delà du seuil de remplacement. C'est Utah, évidemment, qui a tous ces Mormons, Idaho, qui a le reste des Mormons, et Arkansas, qui est là, perdu entre le Texas et le Kansas, donc vraiment au cœur de l'Amérique. C'est aussi au cœur de Happy Clappy, des protestants, des newborn Christians, c'est le pays de Bush traditionnel. Bon, voilà, j'ai déjà dit quelque chose, mais je vais vous montrer autre chose. Et ici, vous avez toute une série d'États où la fécondité est extrêmement tardive. À cause de quoi? Ben voilà, ici, j'ai tout simplement fait le rapport entre la partie de la fécondité réalisée au-delà de 30 ans est divisée par la fécondité réalisée entre 20 et 29. Évidemment, la fécondité des 15 à 19, j'ai laissé de côté, c'est une autre histoire qui n'appartient pas à, disons, au récit central pour les États-Unis. Et Nouvelle-Jersey, Connecticut, New York, Californie, Rhode Island, Massachusetts, c'est très net que toute la fenêtre de Nouvelle-Angleterre est de ce côté-là. Hein. Mais quand même aussi pas mal d'hétérogénéité ici. Hein. New Hampshire, Vermont, ça c'est Hawaï, Pennsylvanie, Illinois se trouvent ici. Et de l'autre côté, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Indiana, South Dakota, Kansas, hein, donc vous voyez, Nebraska, voilà, se trouve encore de l'autre côté.
ce qu'on avait aperçu, ce que je me suis aperçu, qu'il y avait en fait deux dimensions dans la géographie des États-Unis, dans la géographie démographique. La première dimension, c'est tout à fait la dimension de la deuxième transition démographique. C'est aussi net que ça. Et c'est caractérisé par des niveaux assez élevés d'avortement, de fréquences beaucoup plus élevées de la cohabitation, même de cohabitation same-sex, donc de couple homosexuel, recul de la fécondité et du premier mariage parmi la population non hispanique blanche, et des niveaux de fécondité qui ont descendu, tout comme en Europe, bien en dessous du seuil de remplacement, et qui ont aussi une maîtrise de la fécondité au très jeune âge, aussi bien parmi les blancs que les noirs. Donc c'est tout à fait les caractéristiques de la deuxième transition démographique qui se sont déroulées. Alors la deuxième dimension, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas en Europe, sauf en Angleterre et aussi pour une petite partie dans les pays scandinaves. C'est High Teenage Fertility. L'Angleterre est le champion de la haute fécondité en dessous de 20 ans pour l'ensemble de l'Europe. Même, enfin, il y a encore la Biélorussie, le manque de contraception aussi, c'est très net là, mais pour un pays avancé comme l'Angleterre, c'est quand même assez surprenant de voir qu'ils ont encore un niveau de fécondité pour ces gars-là qui est tellement élevé. Autre chose, c'est la fécondité hors mariage, mais à des âges précoces, c'est-à-dire pas la fécondité des cohabitants, mais la fécondité de mères seules. Hein? Et quand il y a beaucoup de mères seules, suite aussi à une divorcialité très élevée, eh bien, le résultat, c'est que les grands-parents deviennent responsables pour les petits-enfants. Voilà. Et on regarde tout simplement la constitution, la composition des familles dans les recensements, et on constate qu'il y a pas mal de grands-enfants dans les ménages des grands-parents. Et évidemment, c'est très net, c'est un indicateur de cette complexe de variables ici, et c'est la deuxième dimension. Alors, puisque je n'aurai pas le temps de vous montrer tout ça, ici vous avez les deux dimensions. Donc il y a des états qui sont bas sur la deuxième dimension et haut sur la deuxième transition démographique. Massachusetts, New Jersey, Vermont, Rhode Island, Connecticut, Nouvelle-Angleterre. Alors, opposer ceux qui sont tardifs en ce qui concerne la deuxième transition démographique, mais aussi qui ont des problèmes sérieux avec la pauvreté, teenage fertility, mère seule et grands-parents responsables, alors vous avez Tennessee, Louisiana, Alabama, Arkansas, Oklahoma et Mississippi. Pardon, oui, c'est Mississippi. C'est pas Missouri, c'est MI. Non, Michigan, c'est MI. Missouri, c'est MO, pardon. Voilà, Missouri, c'est ici. Donc, ça sont les deux opposés, mais il y a des États qui ne sont pas très avancés vis-à-vis de la seconde transition démographique, mais qui n'ont pas le profil problématique de ces États-ci. Et on les voit par exemple, Iowa, hein, c'est famille traditionnelle, mais sans les problèmes du Sud ou des États du Sud-Ouest surtout. Hein. Et de l'autre côté, vous avez des États qui sont avancés vis-à-vis de la deuxième transition démographique, Californie par exemple, mais qui ont des problèmes avec leurs jeunes et la fécondité des jeunes et tous les problèmes de pauvreté autour de cela. Voilà l'hétérogénéité des États-Unis sur le plan de deux grands facteurs démographiques. Le meilleur prédicteur, le meilleur corrélat du premier facteur, c'est-à-dire du facteur de la deuxième transition démographique, et vous avez ici le scattergramme, la distribution, c'était le vote pour M. Bush en 2100 et en 2104. Corrélation presque parfaite, elle est de voilà, moins 85. Donc, ici, vous avez les États moins avancés sur le plan, les moins avancés sur le plan de la transition démographique, deuxième transition démographique. Évidemment, ils avaient des scrutins, des pourcentages de vote pour Bush au-delà de 60%. Et ici, les États les plus avancés sur le plan de la transition démographique, de la deuxième transition démographique, typiquement
des votes, de pourcentage de vote pour Bush en dessous de 40%. Et une corrélation magnifique sur l'ensemble. Évidemment, c'était une surprise, même pour mes collègues américains, c'était une surprise. Et ça fut attaqué parce que, ah non, c'est une corrélation fallacieuse, il faut contrôler pour tout un bazar d'autres facteurs qui peuvent être les causes communes des deux variables que j'ai mis en évidence ici. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Nous avons contrôlé pour toute une série de variables. Ici, c'est toujours l'analyse des 50 États. Tantôt, je vais vous montrer très vite les résultats pour les 3000 counties. Voilà. Corrélation, regardez la dernière colonne. La corrélation entre Bush et deuxième transition démographique, moins 88, en 2004 toujours. Après contrôle, alors là, typiquement, les autres facteurs explicatifs du vote, du scrutin et de la deuxième transition démographique pouvaient être, évidemment, le revenu par tête de l'État concerné. Il y a des États pauvres comme Louisiana et des États très riches comme Massachusetts. Donc voilà, ça pouvait expliquer pas mal de la variance commune entre Bush et SDT. Mais quand on le contrôle pour ceci, et aussi pour la scolarité, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui avait un bachelor's degree, c'est-à-dire déjà un premier diplôme universitaire, et aussi pour le degré d'urbanisation, pourcentage de population dans des régions métropolitaines, eh bien voilà, vous voyez que ce contrôle pour ces trois variables ne fait rien du tout. La corrélation avec Bush persiste presque intégralement. La même chose, si on prend ces trois-là et on ajoute encore le pourcentage de Noirs et d'Hispaniques en 2000, ça ne bouge pas du tout. C'est exactement la même chose. Ça change un peu quand on regarde, donc on prend les mêmes structural variables et les deux variables portant sur la religion, c'est-à-dire le pourcentage d'évangéliques ou de mormons, et l'autre variable, ce pourcentage de catholiques, ça diminue un peu. Mais si on prend tout simplement les deux variables de religion portant sur la religion, eh bien, vous avez à peu près le même résultat. Mais toutes ces corrélations restent évidemment très nettement significatives au seuil de 1 sur 1000. Et vous voyez qu'en fait, il doit y avoir une relation beaucoup plus nette entre le scrutin pour Bush et évidemment, directement, on pense à ça. C'est de nouveau le W qui joue le tour pour les Américains, qui explique en fait la variation régionale. On peut tester cette idée aussi. Oui, je dois. Oui, voilà. Ici, vous avez exactement les mêmes trucs, mais pour les counties. Et la critique, évidemment, que nous avons reçue au début, c'était oui, mais le scrutin pour Bush, c'était typiquement pour le Culture Wars des États-Unis, c'est-à-dire pour le Kulturkampf. Hein, le sénateur Buchanan avait lancé America has a culture war between the liberals and the conservatives, the newborn Christians and the renegades. That was his view. Et alors, on a dit, ben voilà, le dernier scrutin avec McCain, est-ce que ça va changer quelque chose? Ce n'était pas, tous les deux, aussi bien McCain qu'Obama, ont laissé le problème d'avortement très bien de côté. Seul ça surgit une fois, c'était lors du choix de Sarah Palin. Là, à ce moment-là, les variables de Kulturkampf entraient de nouveau sur scène. Mais la crise économique a pris le sursaut. Et alors, tout le reste de la discussion n'a pas été sur les variables du Kulturkampf, mais sur les variables économiques. Et vous voyez, eh bien voilà, la corrélation négative, mais alors pour 3000 et plus de counties, était en 2004 moins 56, et ça a même monté jusqu'à 64. Donc, au lieu d'avoir un affaiblissement de ce niveau de corrélation, on a eu une augmentation, c'est-à-dire que voilà, la carte ici, c'est une carte qui s'est installée et qui continue à déterminer, à co-déterminer la géographie de la démographie américaine, mais alors sur le plan beaucoup plus fin que les 50 États. Voilà, et je voudrais arrêter là-bas
Tout le reste, voilà, encore quelques cartes, si tu veux. Voilà la carte de la deuxième transition démographique aux États-Unis. En bleu, j'ai choisi le bleu parce que c'est la couleur des démocrates, et le rouge, la couleur des républicains. Eh bien voilà, vous avez à peu près la carte du scrutin de Bush. Hein. C'est à peu près ça qui est repliqué. Vous voyez très bien que... Mais même, il y a même des micro-trucs qu'on pourrait déceler. Hein. Voilà, ça c'est l'État de Utah. Utah, c'était évidemment l'État des Mormons. Et il y avait quelqu'un, un autre Mormon, mon chef à Michigan était un Mormon. Il dit, Ron, I know why this is light blue. This is the only county in Utah which wasn't settled by the Mormons. It was settled by Irish migrants, Irish mine workers. Ben voilà, la vieille histoire monte toujours, le dessous des cartes, hein, monte de nouveau à la surface. Voilà, mais comme les États, évidemment, sont très différenciés en ce qui concerne densité de population, ici, vous avez un cartogramme, la même carte que celle d'avant, mais maintenant où les États et les counties sont dessinés en proportion avec la taille de la population. Hein. Donc vous voyez que le Canada et le Mexique sont presque voisins à cause des Rockies, où il n'y a personne qui habite. Hein, ça, c'est les Mormons, voilà. Hein. Et évidemment, voilà la deuxième transition démographique de ce côté-là, le sud de Floride, et toute la fenêtre pacifique. Ce sont les États de la deuxième transition démographique. Mais aussi le bassin du nord, ici, hein, le bassin des Grands Lacs, aussi est en position, en leading position vis-à-vis de la SDT. Voilà, je m'excuse pour avoir été un peu trop longtemps que prévu, mais j'espère que ça a été suffisamment intéressant et je vous remercie beaucoup de votre attention.